Bonjour à tous et à toutes, bonjour à cette webconférence. Je vous accueille à cette webconférence. Donc, je suis Narine Jarafanoirane, l'animatrice du Club des S10. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des risques de responsabilité pénale pour les commandants des opérations de secours. Donc, j'accueille avec moi le maître Lando, qui est l'avocat fondateur du cabinet Lando et Associés. Bonjour madame. Bonjour. Donc, quelles sont la contextualisation les contextualisations de cette webconférence? Donc, les commandants des opérations Je de crois que secours. pour le contexte, c'est qu'on est vendredi et que tout le monde est fatigué. Aussi. Voilà. Quelque part aussi. Mais c'est pas pour autant qu'on va oublier les commandants d'opérations de secours. Surtout pas, on va pas les laisser en pleine panade. Oui. Du coup, les commandants des opérations de secours, ils exercent un métier qui est difficile et la gestion des risques fait partie de leur quotidien et de leurs compétences. Donc, savent-ils toujours gérer les risques juridiques? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui lors de cette webconférence. Qu'est-ce qui se passe en cas d'homicide et de blessures involontaires, de non-assistance à personne en danger, de pollution ou autre? Donc, ce risque juridique est-il réel ou est-il fantasmé? Alors, c'est ce que Maître Lando va nous décortiquer aujourd'hui lors de cette webconférence pour identifier les vraies zones de risque juridique afin d'en limiter les dangers. Donc, avant de donner la parole au maître Lando, je vais juste indiquer à tous les participants que vous avez la possibilité de poser les questions dans le petit rubrique chat qui est situé en dessous de l'écran. Et si vous êtes plusieurs à visionner la formation, n'hésitez surtout pas à répondre au petit sondage qui est en bas à gauche de la formation. Donc voilà, je donne la parole au maître Lando. Merci. Hop là, allez-y. Bien, bonjour à tous. Donc là, la question qu'on va regarder ensemble, c'est celle de la responsabilité pénale, pas de l'indemnisation pour les commandants des opérations de secours. En réalité, ce que je vais vous dire sur les commandants des opérations de secours se retrouve en réalité pour à peu près tous les acteurs du monde public lorsque ceux-ci sont trouvés confrontés à des tâches difficiles en organisation ou en opération. Mais avant, de quoi parlons-nous justement? En fait, distinguons. Nous parlons aujourd'hui de la responsabilité pénale. Or, très souvent, les gens voient qu'il y a un contentieux et ne font pas toujours la distinction entre la responsabilité des uns et des autres et les modes de responsabilité. En fait, il faut toujours distinguer, dans tous les droits occidentaux, entre qui indemnise une victime et qui paye sa dette à la société, qui paye la responsabilité pénale. Donc, parfois, c'est le même juge qui va indemniser la victime et sanctionner au pénal, mais parfois pas, et dans le monde public, souvent, c'est pas le même. Ce qu'il faut voir, par exemple, je ne sais pas si vous avez en tête encore, par exemple, un truc qui s'appelait l'incendie du 5-7, où il y avait eu beaucoup de morts, et bien même quand le maire a été condamné à la suite de cet incendie d'une discothèque, eh bien le maire a été condamné au même titre que l'architecte et le gérant de la discothèque, mais c'est bien la commune qui a fait la quote-part d'indemnisation des victimes pour la quote-part de faute faite par le maire. Donc, on est presque toujours dans l'indemnisation par la personne morale, sauf cas exceptionnel de faute volontaire pour des motifs purement personnels qui ne vont pas concerner l'objet de la webconférence d'aujourd'hui. Alors que, en revanche, qui paye sa dette à la société, qui va donc être responsable pénalement, là, on est sur presque toujours une responsabilité des personnes physiques. Évidemment, une personne morale, dans certains cas, peut être responsable pénalement, mais dans le monde public, hors État, donc les S10 par exemple, eh bien, la personne morale ne sera responsable que dans les domaines qui peuvent donner lieu à délégation de service public. Ça ne sera jamais le cas des S10, sauf prestations accessoires. Voilà, bon. C'est-à-dire que le S10, on est sur une activité qu'on ne peut pas filer au privé. Donc, ça sera toujours la personne physique et jamais la personne morale qui sera responsable pénalement, sauf des actions qui ne concernent pas les opérations de secours et qui pourraient être faites par le
le privé dans des cas extrêmement limités. Nous, on a eu des cas, par exemple, de mutualisation, de restauration collective entre une école en matière d'incendie secours et d'autres acteurs. Là, bon, on pourrait éventuellement, s'il y a une intoxication alimentaire, avoir une responsabilité pénale du SDIS, ou en l'occurrence de l'école en question. Mais d'une manière générale, on a une règle simple. Le pénal, dans le cas des opérations d'incendie et de secours, relèvera quasiment toujours, ou même toujours, sauf vraiment des trucs qui seraient invraisemblables, de la responsabilité des personnes physiques. C'est très important, pourquoi ? Parce que parfois il arrive qu'on aille, par exemple pour des opérations communales en matière d'eau potable, par exemple, vers des responsabilités pénales de la personne morale, parce qu'il y a plein de personnes physiques dans la personne morale, je sais pas moi, une régie des eaux par exemple, qui ont fait des bêtises. Personne individuellement n'a fait une assez grosse bêtise pour aller au pénal, mais pris globalement, finalement, c'est la régie qui va se retrouver condamnée au pénal. C'est un grand classique en pollution de l'eau, hein, sur certaines personnes de branchement d'assainissement ou de travaux. Travaux sur les cours d'eau aussi, grand classique. Là, on ne peut pas avoir ça pour les opérations d'incendie de secours, ce qui peut, dans certains cas, être avantageux, parce que du coup, il n'y a plus personne qui est responsable, mais s'il y a un drame très émouvant, on risque parfois du coup de renforcer la responsabilité individuelle de chaque personne dans les opérations d'incendie de secours, parce qu'il faut qu'il y ait un responsable moralement, médiatiquement. Donc, prenons un petit exemple de ça. En 2002, un SDIS est poursuivi en tant que personne morale au pénal. En fait, il y avait 2 décès lors d'un incendie au 2e étage d'un immeuble d'habitation. En réalité, ça venait essentiellement de ce que les informations transmises téléphoniquement n'ont pas été relayées sur le terrain aux sapeurs-pompiers qui opéraient. La logique, ça aurait été de poursuivre au pénal les personnes de la chaîne de transmission de l'info, en fait. Hein, et comme d'habitude, vous vous retrouvez avec des personnes, parce qu'on avait bien dit qu'il y avait 2 personnes à tel endroit et que l'info n'a pas été transmise. En pratique, donc le parquet qui s'occupe des poursuites en France n'a pas tapé sur l'opérateur téléphonique ni la chaîne de commandement de transmission de l'information, mais sur la personne morale dans sa globalité. Sauf que les gars au parquet, ils avaient mal regardé leur code, parce que évidemment, on n'est pas dans un domaine où il peut y avoir délégation de service public, donc la personne morale ne peut pas être poursuivie, c'est bien les personnes physiques, les personnes sur le terrain, et du coup, il y a eu une relaxe. Non, mais on est dans un cas qui est très significatif, c'est-à-dire que on a eu une relaxe qui a mis 5 ans à arriver, et pendant 5 ans, on a eu pas mal de stress pour toutes les personnes concernées, bien sûr. Donc ça, c'est donc l'affaire. Là, je vous l'ai mis, c'est un tout petit, c'est pas pour faire test ophtalmo en ce vendredi matin, c'est pour que, évidemment, quand vous allez télécharger et zoomer, vous puissiez avoir les détails de cette affaire. Je vous ai remis, mais c'est juste pour rire, l'article du code qui nous dit que l'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par le règlement opérationnel. Il est donc arrêté par le préfet après avis du CASDIS. C'est là que l'on va, ainsi que dans les guides opérationnels qu'on fait souvent ensuite, déterminer qui fait quoi. Et c'est sur la base de qui fait quoi et comment on s'organise qu'on va juger de point de savoir si chacun était pertinent dans son action ou pas. Donc c'est tout à fait déterminant de bien organiser qui fait quoi et de prévoir, à défaut, faute de savoir d'être dans un cas prévu par ce règlement, par défaut, qui fait quoi. Revenons à notre distinction. Donc là, il y a à la distinguer qui indemnise, toujours en fait, en général, le CASDIS ou l'État, par exemple, pour les pompiers de Paris ou de Marseille, et donc la personne physique, vous le voyez, et pas la personne morale, on vient de le voir, pour ce qui est de se retrouver au pénal. Bonne nouvelle, ça veut dire que on va pas se retrouver à voir le
le cas 10 poursuivi pour tout et rien. Mauvaise nouvelle, ça peut d'expérience pousser les victimes et le parquet à taper un peu plus fort sur des personnes qui, prises individuellement, n'ont fait finalement que des broutilles. Un mot d'ailleurs sur l'ampleur du phénomène dont nous parlons et que vous avez, madame, évoqué dans votre présentation liminaire. Si vous regardez sur les bases de données juridiques en ligne, ce que vous faites évidemment tous les soirs, j'en doute pas, vous allez constater qu'il y a peu d'affaires, il y a peu de condamnations. Simplement, ce phénomène ne doit pas leurrer, on ne doit pas croire que c'est un phénomène qui n'existe pas. Et d'ailleurs, il en va pour ce point comme pour la responsabilité des élus locaux. Systématiquement, depuis 20 ans, le ministère de la Justice nous dit « Oh, mais les maires gueulent, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Regardez, il y a quelques condamnations par an. » Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 10 fois, 20 fois, 30 fois plus de mise en examen. Je me souviendrai toujours d'un garde des Sceaux, il y a une dizaine d'années, qui disait que il n'y avait eu que, je sais plus, il disait 10 condamnations sur les 3 dernières années ou un truc comme ça. Et moi, j'avais 15 affaires à mon cabinet, donc sauf à supposer que j'avais qu'un 120% du marché, c'est juste qu'en fait, il y a 10 fois, 20 fois, sans exagérer, plus d'affaires qui donnent lieu à instruction, voire à mise en examen, que d'affaires pour lesquelles il y a même une arrivée jusqu'au jugement. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve poursuivi, mais presque toujours, on n'ira même pas jusqu'au jugement, mais on est à une époque où s'il y a un émoi, un accident, parce que les gens refusent le risque, l'aléa, parce que les magistrats ont toujours peur de se faire accuser de copinage avec les autres administrations publiques, on se retrouve avec une mise en examen dès qu'il y a un émoi ou dès qu'il y a un accident, en fait, un petit peu suspect. Et derrière, on a des gens qui se retrouvent à avoir 5 ou 10 ans de leur vie un peu pourris, à ne pas dormir, parce qu'ils se disent que ils font l'objet de l'opprobre, leur nom est livré en pâture dans les journaux, la mise en examen est vécue comme une pré-condamnation, bref, comme pour reprendre une métaphore usée jusqu'à la corde, le tribunal médiatique va plus vite que la justice des hommes. Donc, le phénomène est peu nombreux en condamnation, il est même relativement peu nombreux en affaires portées jusqu'à une audience, mais il est ample dans les poursuites. Et dans le cas des opérations d'incendie et de secours, on a quand même une recrudescence des affaires depuis une petite dizaine d'années, qui, 5-6 ans, qui ne sont pas encore jusqu'à audiencement, mais qui sont une vraie croissance numérique. Car en effet, pour le pénal, il faut redistinguer. On peut avoir tout simplement parfois des enquêtes policières sans plainte ni main courante, ou de simples mains courantes qui ne veulent rien dire. Donc je vais chez les policiers ou les gendarmes, mais je dis c'est passé telle chose, ça n'est pas une plainte. Ça, il y en a plein. Il peut y avoir des plaintes, mais sans constitution de partie civile. Et là, le procureur n'est absolument pas obligé de poursuivre derrière. Il peut y avoir des plaintes avec constitution de partie civile, mais qui en général nécessitent qu'on ait attendu une période de 3 mois avant de pouvoir se constituer partie civile, pendant lesquelles on va regarder si le prof poursuit ou pas, et ce n'est que s'il ne poursuit pas qu'un certain délai passe, que l'on peut glisser vers une constitution de partie civile, sauf dans un certain nombre d'affaires, un jour à diffamation par exemple. Donc là, on est sur un cadre où là, il va falloir qu'il y ait un vrai examen de l'opportunité de faire des poursuites ou pas. On peut aussi, et c'est le plus classique quand on a des avocats qui savent de quoi on parle et qui sont habitués au monde public, c'est-à-dire qu'on va faire une plainte à constitution de partie civile et un recours indemnitaire à côté contre la personne morale devant le juge administratif. C'est plus compliqué, mais c'est beaucoup plus intéressant pour la victime. Et n'oublions pas qu'il y aura du disciplinaire qui va se faire en parallèle et que c'est une procédure indépendante. D'ailleurs, les choses jugées en pénal vont avoir force de preuve même en disciplinaire, mais je peux avoir des choses qui ne sont pas reconnues en pénal et qui peuvent néanmoins être des preuves disciplinaires par exemple. Donc on a bien, on peut avoir jusqu'à facilement 3 actions en même temps, une action disciplinaire,
un recours en indemnisation et une procédure pénale avec plusieurs branches à part. Ça fait les délices de mon métier, ça peut être un peu compliqué à comprendre pour les personnes poursuivies comme pour les requérants. Et puis surtout, on va en parler, il y a un impact essentiel de la loi Fauchon sur tout ce dont nous allons parler. Alors, maintenant, je voudrais aborder avec vous un point super important. L'importance d'être du bon côté au début des enquêtes. Très souvent, on va se retrouver avec un drame qui conduit à une émotion, qui conduit en quelques heures à un besoin de coupable. Ce drame pourra venir du comportement inacceptable de certains de vos subordonnés. Il pourra venir d'un problème de coordination entre la pression de l'eau, la gestion plus ou moins bonne du service de mise en place de réservoirs ou autre dans le cadre de la compétence dite DECI, défense extérieure contre incendie, qui pourra venir de mauvais exercice des pouvoirs de police du maire en la matière, bref, qui pourra venir également de problèmes de compétences et de vérification par le SDIS de l'opérationnalité du branchement sur un poteau incendie par exemple. Ces chaînes de responsabilité qui en réalité donnent lieu à des débats parfois, nous y sommes habitués, on a pas mal de dossiers là-dessus en termes d'indemnisation. Et en réalité, on voit que c'est un petit peu petit bonheur à la chance. Mais quand on est au pénal, on voit très souvent des gens qui vont être médiatiquement côté victime ou côté accusé coupable, alors même qu'on voit bien que à quelques heures près, selon la bonne attitude, ils peuvent dire « Ouais, moi je suis victime de l'agissement des autres, c'est un scandale, je m'indigne, et je lance une enquête interne, par exemple. » Attitude, carré, belle, noble, tout ça, en tout cas dans les médias. Et on sait que les mêmes qui du coup seront, mais dans les médias, comme vis-à-vis de la justice, considérés comme des victimes de dysfonctionnement autour, de leurs subordonnés ou d'autres personnes, sont des gens qui, s'ils avaient pris un air coupable, chagriné, s'ils avaient mal géré médiatiquement les choses, donnent l'impression d'être des gens qui ont fait des fautes, et dans ces cas-là, ils vont se retrouver en examen. C'est-à-dire que je vois moi des gens qui sont du côté plaignant, et donc des gens, ça peut être le maire, le président de l'Interco, le service des eaux, donc le SDIS, etc., qui finalement ont peut-être fait des fautes, mais parce qu'ils ont bien géré médiatiquement les premières heures en disant c'est inacceptable, toute ma compassion aux victimes, mais nous allons faire une enquête interne pour voir ce qui se passe, mais a priori nous pensons que nous sommes plutôt victimes d'un dysfonctionnement et nous nous en inquiétons, nous indignons, mais l'essentiel c'est de s'occuper des victimes et de patati et patata. Ce genre de discours un peu mâle, viril, désolé d'utiliser une image macho en ce mémoire, mais je suis désolé, mais c'est moins cliché que les clichés en réalité repris ensuite par les médias en réalité. Une attitude en tout cas extrêmement qui ne se déresponsabilise pas, mais qui en fait se déresponsabilise, cette attitude-là, si elle est bien gérée, revient en réalité à être du bon côté ensuite dans les 5 ans qui suivent, quoi. Et on voit des gens qui n'ont rien fait, mais par le coup de l'émotion, la culpabilité, en général les gens très bien, puisqu'ils culpabilisent, se mettent à dire c'est notre faute, on a fait des conneries, mais en même temps il faut comprendre que notre mission est très difficile, on est mort. Voilà, on a craqué devant un micro, une télé, ou devant les policiers ou la gendarmerie, on se place dans le profil du coupable, médiatiquement aussi, c'est mort. C'est mort, c'est bon. C'est très difficilement rattrapable dans les années qui suivent. Voilà. Donc, et puis il y a les gens qui s'enferment dans leur tour d'ivoire parce qu'ils culpabilisent ou parce que leur avocat ou leur assureur leur a dit surtout ne bougez pas,
Et alors là, ceux-là, eh bien, par leur distance, par leur froideur, vont avoir un profil de coupable parfait pour les médias parce que il manquera la compassion que l'on attend presque automatiquement aujourd'hui. Et donc, du coup, vous voyez que ces attitudes psychologiques, soit de froideur, soit de culpabilisation montrée dans les médias ou devant la police ou la gendarmerie, conduisent à ce que des personnes qui n'ont peut-être rien fait se retrouveront très vite dans l'engrenage de la machine judiciaire et médiatique. Donc, la gestion psychologique, le fait de craquer en se disant merde, on aurait peut-être dû pas faire des conneries, mais craquer devant son avocat, devant sa femme ou son mari, mais pas craquer devant les médias et la justice. Pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire non plus, ne pas écouter uniquement l'attitude purement défensive des assureurs qui, eux, se foutent du pénal et pensent à des questions indemnitaires, sont des phases extrêmement importantes dans les toutes premières heures, car encore une fois, on peut être du bon ou du mauvais côté pendant l'instruction, pendant des années, uniquement sur la manière que l'on aura eu de gérer les premières heures. Essentiel. Du coup, j'ai une petite question de Jérémy Pierlot. Alors, y a-t-il une attitude un peu type à conseiller? Toujours communiquer de manière positive, toujours réagir aux articles de presse, attaquer avant de se défendre ou autre? Alors, cette question est tout à fait pertinente, mais elle est tellement pertinente qu'il est difficile d'y répondre. Parce que, par exemple, il y a 10 ans ou 15 ans, on disait toujours, quand vous êtes attaqué dans les médias, laissez faire, parce que finalement, vous allez sinon alimenter la rumeur en répondant. C'est moins vrai à l'époque des réseaux sociaux, où de toute manière la rumeur est difficile à éteindre et ressurgit 6 mois après, on ne sait pas pourquoi. Juste parce qu'il y a eu un retweet. Donc, il y a des réponses que je peux faire à cela qui sont oui constantes. Ne jamais s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Toujours montrer de la compassion. Ne jamais dire que l'on n'est pas responsable parce que ça fait coupable, mais dire, écoutez, nos premières remarques font penser qu'il n'y a pas eu de défaut de notre côté, mais il est extrêmement important toujours d'examiner quand il y a un drame ce que peuvent être les responsabilités de chacun et comment s'améliorer. Donc nous allons tout de suite lancer une enquête interne. Attention, une enquête, une commission d'enquête, pas un truc disciplinaire, parce que vous avez besoin dans un premier temps de recueillir des faits sans donner l'impression que ce soit du disciplinaire ou de vous enquiquiner avec toutes les lourdeurs du disciplinaire, d'autant que la première personne qui semble avoir fait une connerie n'est peut-être pas celle qui se révélera avoir été celle qui a fait la connerie au bout d'un certain temps. Et donc vous aurez besoin, donc ça c'est presque toujours, donc montrer de l'empathie, ne pas donner l'impression de se déresponsabiliser, ne pas se donner l'impression de se devoir, faire une commission d'enquête dans laquelle vous aurez d'autres gens que des gens du monde des sapeurs-pompiers, pour avoir également ou un médecin ou un psychologue qui sont des gens extérieurs, qui sur ce type de travaux ne seront pas liés au secret professionnel, parce qu'ils ne sont pas dans le cadre de leur exercice médical ou professionnel, mais qui seront une paire d'extérieurs qui aideront à accoucher d'un peu plus de parole que quand on est juste devant quelqu'un qui peut être également supérieur hiérarchique. Ça, c'est des choses, ne pas préjuger sur qui est responsable, même dans les poursuites disciplinaires, tant qu'on n'a pas avancé dans une première enquête, sauf cas manifeste, parce que on découvre très souvent que le responsable n'est pas celui qu'on croyait, mais du coup, comme on a lancé du disciplinaire et qu'on a recueilli des preuves sans respecter les règles du disciplinaire pour la personne que finalement on va poursuivre, on peut se retrouver avec des trucs piégeux. Ça, c'est à peu près des bons conseils systématiques. Et autre élément, si on est sur des drames humains, les gens craquent. Tout le monde craque. Voilà. Et notamment, plus on est quelqu'un de bien, plus on se retrouve à craquer. Sauf que moi, j'ai connu des gens qui se retrouvaient à craquer alors qu'ils avaient franchement rien fait, juste parce qu'ils étaient des gens bien, et dire devant les policiers, j'ai un cas très précis en tête, mais oui, c'est ma faute, je savais que cette personne picolait un peu, mais on pensait qu'il avait arrêté, alors bon, voilà, mais j'aurais dû me suivre. Bah très bien, le policier, monsieur signé là, et puis voilà, bon, c'est fini, ça y est, c'est mort, c'est irrattrapable, enfin, ou sauf vice de procédure. Donc, ce qui au pénal arrive souvent. Presque toujours, si on est face à un drame, il y a ces bons réflexes que je viens d'évoquer, et il y a le réflexe consistant à craquer. Voilà. C'est-à-dire que
par exemple, n'allez pas voir la police ou la gendarmerie avec votre avocat, ça fait coupable. Mais dans les heures qui suivent, on est sur des trucs qui se comptent en 24 heures, allez voir très vite, parce qu'une enquête pénale sur des problèmes, par exemple, de favoritisme ou autre, ça prend beaucoup de temps et les personnes les plus en vue, visées par l'enquête, sont vues à la fin. Mais sur les drames humains, c'est-à-dire quand il y a un décès ou autre, là on est sur du 24 heures. Bon, donc dans ces 24 heures-là, il faut à un moment donné avoir avec son avocat par exemple eu un training, c'est-à-dire que on pose des questions-réponses et c'est nous avocats qui montrent les méchants. Et si à la limite la personne doit craquer, culpabiliser, que ça soit face à son avocat ou face à son conjoint ou sa conjointe, mais pas chez les flics. Ça peut sembler bébé ce que je viens de dire. Croyez-moi, c'est du vécu. Alors, ça fait quand même presque 25 ans que j'exerce. J'ai vécu ça quand même un grand nombre de fois. Par contre, face à la presse, c'est très compliqué. Parce que effectivement, si je réponds et que j'attaque, alors sur les réseaux sociaux, c'est quand même très compliqué d'obtenir la suppression de tweets ou autre, mais c'est des choses qui marchent et existent, mais qui mettent du temps. Et faire une réponse à ce stade-là, ça va totalement dépendre de savoir si on a intérêt à relayer une rumeur, pas relayer une rumeur. Encore une fois, il y a 10 ans, on disait ne répondez pas, presque toujours. Aujourd'hui, surtout dans des domaines émotifs, où il y a une forte visibilité médiatique, répondre à côté est une catastrophe, mais ne pas répondre est une catastrophe parce que ça fait coupable et ça fait personne froide, ne s'associant pas à l'émotion du public. Donc de toute manière, au minimum, il faut s'associer à l'émotion, donc communiquer. Après, si on est diffamé, on peut poursuivre en injure en diffamation, mais là ça nous entraînerait trop loin dans le timing qui est le nôtre d'évoquer ces questions-là. Donc au minimum, on répond, on s'associe et on revient à dire il y a une enquête en cours. Nous, a priori, nous pensons qu'il n'y a pas eu d'erreur de notre part, mais nous avons lancé notre propre enquête pour nous en assurer. En tout état de cause, les vilaines rumeurs qui sont propagées par les uns et les autres sont une insulte de plus aux victimes qu'il s'agit plutôt maintenant d'honorer. Vous voyez, ce genre de phrase là, c'est un peu pratique et ça marche bien. Voilà. Je reprends après mon propos. J'aurais juste une question, je reviens un tout petit peu en arrière si ça vous embête pas trop. Allez-y. Ok, merci. Alors, s'agissant de votre développement sur l'hypothèse très limitée de voir la responsabilité pénale d'un SDIS recherché au motif de l'activité de secours est susceptible de faire l'objet d'une délégation de service public, pensez-vous que c'est au motif que les SDIS doivent être considérés comme constitutifs de groupements de collectivités territoriales au sens de l'article 121-2 du Code pénal? Oui. Dans l'affirmative, quel est votre raisonnement pour parvenir à cette conclusion? En 92, on a réformé le Code pénal, entré en vigueur en 94 de mémoire. Et on a dit que les personnes morales étaient responsables et que les collectivités territoriales ou leurs groupements ne pouvaient être responsables que dans les domaines où une entreprise pourrait l'être, sous-entendu quand il y a des SP. Donc, les SDIS étant effectivement pour moi des groupements de collectivités territoriales, on a du coup une impossibilité dans les activités d'incendie et de secours. Évidemment, si on a l'impossibilité de se retrouver du coup à avoir une responsabilité, et c'était jugé par 2 arrêts de Cour de cassation. Je prends un exemple extrême. Quelqu'un se blesse par contre quand les pompiers vont se mettre à vendre des calendriers. Hop, parce que je suis pas sur une activité de financement qui pourrait être donnée au privé, qui n'est plus le cœur de l'incendie et secours. Là, est-ce que cette protection marcherait? Ça se discute. Bon. Mais enfin, bon, on est sur un cas, voilà, un peu grand guignoleste. Bon. Autre hypothèse, ah bah non, moi je suis en train de parler des sapeurs-pompiers de Paris, de Marseille, etc. Bah c'est l'État. Et l'État, il est jamais responsable pénalement. En France. Il y a d'autres États, au motif que l'État ne va pas se mettre en prison lui-même. Il y a des tas d'autres pays dans le monde où il y a une responsabilité pénale des personnes morales. Et puis il y en a d'autres où il y en a très peu, au Japon par exemple. Donc, voilà.
Donc, et là, pour le coup, c'est même pas uniquement mon raisonnement, c'est l'arrêt de cassation que j'ai cité tout à l'heure, et vers la fin du support, vous verrez, il y a un autre arrêt de cassation que j'évoque pour autre chose, mais où le même principe a été réaffirmé. Ok, merci. Je vous laisse poursuivre. C'est fort aimable à vous. Alors, bon, après, du coup, il y a d'autres articles que je voulais évoquer, mais là, je vais quand même passer rapidement. Mais qui sont les articles que je vous laisse, en fait, pour que vous les ayez. Sur l'obligation de dénoncer les infractions dont on a connaissance et les cadres dans lesquels on peut faire une plainte consciente partie civile directe ou pas. Là, c'est les délais de prescription pour les contraventions, délits et crimes que je voulais aussi que vous ayez dans un coin. Un mot sur les protections statutaires avant qu'on aborde le cœur du raisonnement de notre matinée ensemble. Les agents publics, même s'ils sont contractuels, même les élus, même les collaborateurs occasionnels au service public, qui peuvent être quelqu'un de réquisitionné pour vous aider en urgence, voilà, ont la garantie des fonctionnaires. Ça veut dire que s'ils sont poursuivis au pénal, qu'on n'est pas sur une infraction volontaire, mais sur une infraction involontaire. Ce que je vous dis là, alors là, c'est du très schématique, parce que même sur une infraction volontaire, il y aurait à nuancer. Eh bien, les frais d'avocat, par exemple, seront pris en charge par, en l'occurrence, le SDIS pour ceux qui sont en SDIS, et on aura un libre choix de l'avocat, non pas pour la personne morale, mais par la victime. Alors du coup, il y a un problème des honoraires, c'est que quand vous avez un avocat qui est désigné par un agent pour le protéger, mais que c'est le SDIS qui paye, il y a une forte tentation pour les avocats pénalistes en question d'avoir des honoraires extrêmement ruineux, puisque c'est même pas leur client qui paye, c'est l'employeur de leur client. Dans ce cas-là, il faut penser à saisir le bâtonnier si on pense que les honoraires sont excessifs. À ne surtout pas faire quand on est encore en phase d'émotion, mais quelques jours, quelques semaines après. C'est un point important, mais si la personne est poursuivie, c'est pas grave. Si la personne recourt à un avocat parce qu'elle est victime et qu'elle est elle-même blessée, n'allez pas trop contester les honoraires, parce que n'oubliez pas un truc, c'est que de plus en plus, ce sont les sapeurs-pompiers victimes blessés ou leurs familles, leurs ayants droit, dans les opérations, qui vont être les requérants. En homicide et blessés involontaires, contrôle notamment les commandants, etc. Donc, du coup, il faut bien penser dans votre assurance de SDIS à... Alors souvent, on nous dit « Ah oui, mais j'ai regardé les franchises, je paye les premiers 2000 €, je paye les premiers 3000 €, non, je vais prendre celle qui est pour 2 premiers €. » Alors, le montant de la franchise, je ne dis pas qu'on s'en fout, parce que si vous avez une franchise à 100 000 €, c'est évidemment inacceptable. Mais si vous avez une franchise pour certaines compagnies d'assurance à 2000 et pour d'autres à 5000, on s'en fout, parce que le pénal, ça coûte cher. C'est très chronophage. Donc, avant tout, regardez les plafonds. Voilà. Faut qu'on ait des hauts plafonds. La franchise, bon, voilà. Il y a des assureurs qui disent qu'il faut passer par leurs propres avocats. Bah non, le libre choix des avocats est une garantie constitutionnelle, donc tout contrat en sens contraire est nul. Par contre, la vraie différence, c'est que dans certains cas, c'est au SDIS ou de payer l'avocat et de se faire rembourser après. Oui, bon, la belle affaire. Regardez aussi, alors parfois il y en a qui restreignent, qui sont un peu fins, un peu filous, qui restreignent à des avocats du coin. C'est pas un problème ça, mais parfois on aura besoin d'avoir quand même un recours à un autre avocat qui lui connaîtra mieux ces questions-là, connaîtra mieux le fonctionnement des services et pourra être d'un certain apport. Mais ça, dans ce cas-là, par des raisons de sous-traitance, on s'en sort. Par contre, regardez bien si dans vos contrats d'assurance de la personne morale, vous êtes couvert en première instance, mais aussi en appel et en cassation. Vous irez au minimum en appel. Bon, voilà, enfin presque toujours. Parce que vous serez vous-même appelant ou parce qu'il y aura un appel et vous serez le défendeur, ce qu'on appelle l'intimé. Donc, au minimum, il faut que vous soyez couvert première instance, mais aussi appel. Pas toujours le cas, pas toujours le cas. Alors du coup, on se dit, mais puisqu'on est couvert, on n'a pas besoin d'assurance personnelle, nous. Si, il vous faut une assurance personnelle. Alors pourquoi il vous faut une assurance personnelle?
En réalité, pour les infractions de négligence ou d'imprudence, qui sont ceux dont nous parlons pour l'essentiel, on va y revenir, ça devrait être payé par la garantie des fonctionnaires et donc par la personne morale. Bon, ça sert à rien d'avoir une assurance personnelle, va-t-on se dire. Eh ben non, on a tort. Pourquoi? On a tort parce que, imaginez qu'il y ait un incident. Un an après, les victimes vont enfin faire un recours, vous allez retrouver en défense, entre-temps, vous avez peut-être changé d'employeur, ou parti en retraite. Et pour mieux dire que c'est votre faute à vous, et pas à la personne morale, notamment au stade indemnitaire, on va taper à fond sur telle ou telle personne, pour dire que l'attitude était tellement énorme qu'on ne pouvait pas s'attendre à cette faute-là, etc., etc. Et derrière, après c'est souvent un mauvais calcul en termes indemnitaires, mais je le vois souvent fait. Et derrière, vous allez vous retrouver à devoir faire un recours devant votre employeur ou ex-employeur pour le remboursement de vos frais d'avocat, en même temps que vous êtes en train de vous défendre et en devant avancer vous-même les fonds. Et au moment où vous êtes peut-être complètement déprimé par ce qui est arrivé, déprimé par le contentieux, obligé de vous défendre, peut-être n'ayant pas l'argent pour payer l'avocat, que vous êtes obligé de vous taper un contentieux en plus contre votre employeur pour avoir des sous peut-être dans 1 ou 2 ans, parce que la justice administrative n'est quand même pas d'une grande rapidité, même s'il y a des recours en urgence, notamment des référés provisions qui peuvent être faits, mais c'est pas une bonne idée. Donc vaut mieux se taper la petite assurance à côté à 80 ou 200 euros par an, facile à dire, c'est pas moi qui le paye, ok, mais ça vous donnera en réalité une tranquillité, une sécurité supplémentaire. Après, le point de savoir si il n'y a pas c'est tel assureur qui l'a payé, ben débrouillons entre assureurs. Voilà, j'avance. Juste une petite question. Alors, je serai rapide. Par rapport à la garantie du fonctionnaire, qu'en est-il du coup des sapeurs-pompiers volontaires? C'est la même chose? C'est exactement la même chose. Ça s'applique également tout à fait aux sapeurs-pompiers volontaires. Ça s'applique à tous les... ça s'applique même aux collaborateurs occasionnels du service public qui peuvent être les gens que vous pouvez vous retrouver à... Je sais pas, il y a une immense urgence, il y a 3 badauds, vous leur demandez de s'éloigner, mais à la limite, vous demandez à un gars qui a l'air un peu plus solide que les autres, ou à une gendarme un peu plus solide que les autres, de s'assurer que les gens partent bien. Cette personne commet une connerie, enfin fait une bêtise ou est victime, eh bien, ça peut être victime d'une rixe, hein, cette personne, du coup, sera assimilée comme un fonctionnaire, elle aura la garantie du fonctionnaire. Okay. Donc, toute personne ayant, quel que soit le statut. Ça ressort d'un arrêt, notamment sur Gilet de 1971. Donc, il y a surtout une distinction entre les infractions volontaires et involontaires. Les infractions volontaires, vous les connaissez, vous pouvez les avoir sur des problèmes de marché public, c'est le favoritisme ou des choses comme ça, ou bon. Mais ça ne concerne pas le sujet d'aujourd'hui, puisqu'on est bien sur la responsabilité pénale au stade des opérations de secours, hein, pour les concernant des opérations de secours. Mais on peut avoir une infraction dite volontaire, que l'on va évoquer, et qui est la non-assistance à personne en danger, qui là n'est plus une question d'imprudence ou de négligence, mais la décision. On peut avoir la violation délibérée aussi d'une règle de sécurité pouvant entraîner un risque grave et immédiat pour autrui, qui est en soi une infraction volontaire. Donc de temps en temps, je serai obligé de distinguer les infractions volontaires et involontaires dans ce qui suit. Abordons maintenant le cœur du sujet. C'est les infractions involontaires. Dans le monde public, les 2 grands trucs qu'on se retrouve comme infractions involontaires, c'est soit la pollution, soit l'homicide et blessures involontaires. Évidemment, dans le cas des opérations de secours, on est sur de l'homicide et blessures involontaires à 90% des dossiers. Donc, abordons-les justement. Il y avait, avant la loi Fauchon du 10 juillet 2000, un problème, c'est qu'on pouvait être responsable dès lors qu'on avait commis une négligence ou une imprudence et qu'il y avait un lien de cause à effet entre cette négligence ou imprudence et la commission du dommage, qui pouvait être effectivement par exemple des homicides ou un homicide ou des blessures par imprudence. La loi Fauchon impose de distinguer celui qui fait une connerie qui a un lien direct, qui a entraîné directement le litige, ou qui a été très grosse parce qu'on a violé une norme identifiée de sécurité ou de salubrité, et celui qui a été un enchaînement, un petit rouage dans le sinistre, mais qui n'a été qu'un maillon dans la chaîne avec une petite imprudence, mais qui est très indirect avec ce qui s'est passé.
Et donc la loi Fauchon vise à opérer cette distinction, et fort heureusement, puisqu'on a eu vraiment des gens condamnés pour objectivement des broutilles avant cette loi de 2000. Donc aujourd'hui, soit je causais directement le préjudice, et ben dans ce cas-là, on va regarder si l'imprudence, la négligence ou la maladresse ont constitué le délit, mais on va prendre en compte évidemment la faute de la victime et la dangerosité de la situation dans laquelle on est, ou sa complexité. Très souvent, j'entends dire que on est sur une faute simple, d'ailleurs, sur ce genre de choses. C'est pas tout à fait vrai sur les opérations de secours. On reste quand même sur une faute lourde. C'est par contre ce qui se passe depuis. Alors à chaque fois, on me dit oui, mais il y a l'arrêt éprouvé. L'arrêt éprouvé, d'abord, il est en matière médicale et pas en matière d'opération de secours. Mais si on veut faire une analogie qui est assez légitime, l'arrêt éprouvé, c'est je peux sur des trucs super compliqués, un acte médical, pas un acte de soin, un acte médical. Être responsable, soit si j'ai fait une faute lourde, soit si j'ai commis une série de fautes simples qui, au total, font une grosse connerie. Bon, voilà. Par analogie, même si on n'a pas de cas précis, en réalité en jurisprudence encore, on applique ça également aux opérations d'incendie et de secours. Mais c'est une analogie doublement limitée. Je dis ça parce que je l'ai vu dans un colloque sur le sujet dont nous parlons aujourd'hui qui était fait. Et bon, cette analogie me semble quand même à relativiser, puisque d'une part c'est du médical et non pas l'incendie et secours, d'autre part c'est quand même une jurisprudence administrative sur la question de l'indemnisation. Alors là nous parlons du pénal. Mais bon, retenons cette analogie, vous serez, même si vous êtes la cause directe du préjudice, responsable si vous avez fait une faute très grosse, parce que vous faites une activité dangereuse ou difficile à organiser et à prévoir. Même si vous n'êtes pas le camp de l'agression, mais que la négligence ou l'imprudence ont été dans l'organisation des choses en amont, eh bien, néanmoins, c'est suffisamment compliqué pour qu'on puisse dire que seule une faute un peu lourde, un peu épaisse ne peut conduire à annulation, ou une série de fautes simples, mais faites par la même personne qui, au total, font une grosse connerie. Bon, voilà. Autre élément qui est très important, je peux ne pas être la cause directe de préjudice. Ouais, une maison en feu, quelqu'un meurt dedans, c'est pas moi qui ai allumé le feu, quoi. Mais donc je suis pas la cause directe de préjudice. Mais je suis une cause indirecte. Oui, mais j'ai contribué par le fait que j'ai soit violé de manière délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité, dont la violation peut entraîner un risque grave ou immédiat pour autrui. Hein. Et donc, là, on est sur des cas qui sont des violations de normes précises. Voilà. Qui peuvent être sur la sécurité des véhicules, sur leur tenue, qui peuvent être sur des obligations de mettre sa tenue, justement. Les grands classiques, les grandes jurisprudences qui ne concernent pas le monde de l'incendie et des secours, mais qui concerne le monde des collectivités locales, c'est la violation des normes en matière d'aire de jeu, en matière d'équipements sportifs, notamment le vissage au sol ou le contrepoids sur un certain nombre de paniers, cages ou autres buts d'activités sportives collectives. C'est les règles de ralentisseur au sol qui doivent être en zone 30 avec une dignité particulière et une signalisation particulière. C'est les trois grands trucs où là on a des contentieux, hein, je peux pas dire au kilomètre, mais enfin on en a beaucoup. On verra tout à l'heure un exemple justement sur un véhicule dont la porte arrière s'est ouverte dans le cadre d'un stage organisé par un SDIS. Et si je ne suis pas la cause directe du préjudice, ce sera rarement le cas, enfin, je veux dire, sauf le gars qui vraiment commet une imprudence énorme. Voilà, on verra tout à l'heure un cas pour un problème de transmission d'appel au secours sur le 112 ou le 115. Soit la faute, sans doute pas, une faute caractérisée, c'est une violation de marque, excusez-moi, à mon tour, soit la violation d'une règle particulière de sécurité, auquel cas, bon, bah, voilà. Mais sinon, on ne sera condamné qu'en raison d'une faute caractérisée. Donc, si je ne suis pas la cause directe de préjudice, que je n'ai pas violé une règle particulière de sécurité, eh bien, je ne serai condamné que si on a prouvé que j'ai fait une faute caractérisée. Et une faute caractérisée dans un cadre qui est le vôtre, c'est-à-dire difficile à organiser en amont et difficile à mettre en œuvre et à sécuriser. On passe son temps à comparer différents dangers entre l'action et l'inaction. Bon. Donc, ça, c'est le cas général. C'est-à-dire que tout ce qu'on va voir, sauf 2-3 autres infractions,
ça va être presque toujours le calibrage sur ça. C'est-à-dire que, par exemple, à chaque fois qu'on me dira « Ah oui, mais s'il se passe ceci ou il se passe cela », on va dire « Dans quel cas puis-je être la cause directe du préjudice ?» Et dans ce cas-là, bah, il faut une sécurité assez grande. Dans quel cas ai-je des normes identifiées de sécurité? Et là, bah, si je viole ces règles de sécurité, il faut vraiment que ce soit pour des raisons d'urgence absolue. Typiquement, la violation des règles pour une ambulance ou un camion sapeur-pompier, les règles de la code de la route s'appliquent, mais bah, je les viole parce que j'ai une obligation de sécurité plus grande encore, et c'est tout à fait admis, normal, et voilà. J'ai eu une affaire, moi, en pollution, ça concernait un problème de pollution, donc c'est tout à fait autre chose, où je vais faire des travaux sur un cours d'eau, j'ai pas de preuve de la pollution, mais je n'ai pas été vérifié s'il n'y avait pas des frayères de poissons ou autres, parce qu'il y a une règle pénale là-dessus. Oui, mais d'accord, mais il s'agissait d'éviter qu'une école s'écroule en urgence, donc non condamnation, bien que j'ai violé une règle identifiée de sécurité. Voilà. Du coup, juste une question, très petite, je sais. Alors du coup, quels critères sont retenus par la jurisprudence pour distinguer entre obligation de prudence ou de sécurité et obligation particulière de prudence ou de sécurité? Ça tombe bien, on va aborder ça dans toute partie. Parfait, très bien. Donc, d'où une grille d'analyse permanente. Est-ce que je peux être la cause directe de préjudice? Quelles sont les règles identifiées? Et sinon, il faudra que j'étais raisonnablement prudent, mais voilà. Donc, en amont, dès que vous dites face à tel risque, face à telle action, vous vous organisez d'un point de vue opérationnel, mais il faut qu'en tâche de fond, dans votre cerveau, vous disiez en permanence, ok, imaginons, voilà, je vais imaginer ce qui se passe si j'ai à gérer une inondation et que il y a ceci ou il y a cela. Eh bien, quand vous allez faire vos simulations, quand vous allez faire vos règlements d'intervention, quand vous allez travailler concrètement, voilà, en permanence, si je fais ça, est-ce que moi ou mes hommes, on peut être la cause directe du préjudice? Alors là, je ne vais pas dire risque zéro, ça n'existe pas, mais grande prudence juridique pour moi et mes hommes. Est-ce qu'il y a des règles particulières de sécurité qui peuvent être, du coup, je vais demander qui a une ZASP, qui a ceci, qui a cela, enfin, pour avoir récupéré mes règles de sécurité, parce que parfois on les connaît pas toutes. Ensuite, je mets en place un système où j'ai plutôt risque zéro, et dans le reste, il faut que j'ai été raisonnablement prudent, mais je sors de la zone dangereuse en pénal. Voilà. Évidemment, ça veut dire que je suis pas obligé d'en faire des tonnes. Du coup, je peux me permettre des interventions, je ne vais pas dire un peu plus risquées, mais le calibrage sera différent, en tout cas. Donc, il faut évidemment organiser le service en interne. Le problème que l'on a est très souvent un problème de responsabilité des officiers, parce que l'on n'a pas organisé en aval qui faisait quoi, et du coup on va supposer que cette absence d'organisation révèle une absence de respect pour les règles de sécurité ou d'organisation de celles-ci. Alors même que beaucoup de choses ont été dites à l'oral, mais on n'a pas de preuves. Je n'ai pas d'exemple à vous donner en incendie et secours, mais j'en ai énormément dans des services, notamment de collecte des ordures ménagères. J'ai même eu un cas sur une très grande ville où c'est le directeur général des services techniques et l'adjoint au maire, à l'époque c'était une compétence communale, qui se retrouvaient responsables parce que consécutivement il y avait eu 2 morts. Alors bon, en matière d'ordures ménagères, les règles, les violations habituelles des agents sont la collecte des 2 côtés, faire une marche arrière alors que c'est interdit, ou rester à l'arrière du véhicule au-delà de la vitesse autorisée alors qu'il devrait entrer en cabine au-delà d'une certaine vitesse. Bien. Et pourquoi on était monté du coup au DGST et à l'adjoint au maire de cette très grande ville, alors que franchement, enfin très grande ville déjà, alors que bon, voilà quoi. Parce qu'on n'avait pas de traces d'organisation précise en sécurité pour rappeler aux agents toutes ces règles, enfin bref. Tout ceci avait été fait à l'oral, on a réussi à prouver après, voilà, mais on n'avait pas de traces écrites. Donc du coup on s'est dit, qui était négligent? On remonte très haut dans la hiérarchie, parce qu'on est sur un type de litige, de dommages, pardon, qui n'ont pas été prévenus, dont la survenance n'a pas été
limitée en amont par la mise en œuvre de ces règles de sécurité. Donc, très souvent, si on commence à dire, eh bien, chaque agent sur le terrain doit vérifier que son coéquipier a bien son équipement de sécurité, prévenir si celui-ci semble être mal ou tourne de l'œil. Alors ça, c'est les choses pour lesquelles l'armée d'une part et les services d'incendie et de secours d'autre part sont souvent assez bons. C'est-à-dire qu'on va fixer des règles précises, opérationnelles, pour, par exemple, que chaque coéquipier vérifie que l'autre a ses équipements. Très souvent, c'est beaucoup moins fait en matière par exemple, de collègues de ZOM, et du coup, on va se retrouver avec le chef de service qui va se retrouver mis en examen, alors que le gars, il a 200 personnes ou 100 personnes 200 c'est rare, mais une centaine de personnes sous son équipe, sous son truc, et que, objectivement, il a répété ça à ses gars tous les mois. Mais, peu importe, il n'y avait pas de traces. Alors, n'hésitez pas à faire des fiches de poste, et dans les entretiens annuels, un volet sécurité. Quels sont les objectifs cette année pour la sécurité à la demande des agents? Parce que très vite, vous allez vous retrouver avec chacun qui sera réellement responsable pour les conneries qu'il a faites, si vous avez dit dans la chaîne jusqu'au personnel d'exécution qui faisait quoi. Très important. Dans ce cadre-là, donc on évoquera le fait qu'en plus dans le maintien de secours, il y a des règles particulières. Alors, l'homicide et blessures involontaires est une infraction qui est d'autant plus dangereuse que l'on a une durée d'ITT importante, la capacité temporaire de travail. Mais prenons quelques conseils qu'on verra ensemble sur les cas pratiques que j'aurai à vous présenter. Mais à côté de la mise en danger, à côté de l'homicide et blessures par imprudence, il se retrouve deux infractions qui, elles, sont supposées volontaires, pour lesquelles on n'a pas la protection, si vous voulez, de la loi Fauchon, au moins pour la violation délibérée de nos règles de sécurité, parce que c'est délibéré. Pour la non-assistance en personne non danger, là, on peut s'abriter derrière la loi Fauchon. Qui sont des choses qui sont très souvent évoquées pour les questions d'incendie de secours, mais très peu condamnées. C'est la non-assistance en personne en danger, évidemment, on va en parler, j'aurai des exemples à vous montrer. C'est notamment quand on sous-estime la gravité d'un appel, et on verra tout à l'heure un cas absolument épouvantable, mais qui a été géré par uniquement, Dieu merci, par le théâtre de Besançon d'un militaire. Je ne crois pas qu'il y ait de poursuite au pénal, mais je ne suis pas dans le dossier, donc il est possible que ça ait lieu et que je l'ignore. Donc, il y a une autre infraction qui est souvent brandie par les associations, qui est très peu mise en œuvre, mais qui est souvent brandie comme une menace. Il y a une règle de sécurité, ou par des syndicats. Si vous ne la respectez pas, vous êtes un peu trop léger dans, je sais pas, une question de... vous allez faire une violation des règles de sécurité, ce qui peut entraîner une indemnisation, même s'il n'y a pas de victime. J'ai peut-être un exemple là. Oui. Alors, la carte grise d'une ambulance prévoit 5 personnes, y compris la victime. Souvent, le COS se trouve dans une situation de sureffectif. Donc, l'équipage SMUR, l'armement prévoit 3 ou 4 pompiers, plus la victime, donc 4 ou 5 dans le véhicule. Le responsable COS, chef d'agré, peut-elle être engagé en cas d'accident pendant le transport alors, il y a plus de 5 personnes. Alors, bref, il y a un accident, il y a 5 personnes dans la voiture. C'est volontaire de mettre 5 personnes, mais du coup, là, c'est quel cas, par exemple? Oui. On reprend une grille. Est-ce que j'ai... est-ce que j'ai une violation délibérée d'une règle de sécurité au point qu'une personne court un risque de mort, de blessure ou d'infirmité? En réalité, il y aura souvent des poursuites là-dessus, jamais très peu de condamnations, parce qu'il faut prouver que c'est parce qu'on était à 5 ou à 6 et pas au maximum évoqué, qu'on se retrouve... on aura rarement un lien de causalité suffisamment direct entre trop de personnes dans la bagnole et la violation. Voilà. Par contre, on pourra avoir un lien plus souple sur le fait que ça a conduit, parce qu'il faut qu'il y ait un lien direct entre la violation délibérée de la règle de sécurité et l'accident. Là, on peut dire, attendez, j'avais pas le choix, j'avais besoin de telle personne ayant telle formation, etc. Bon, évidemment, si on a une personne en plus parce qu'on a un fonctionnaire stagiaire, on veut lui montrer comment ça marche, bon, on est moins bon. En général, c'est sur le terrain du coup de l'HBI, le homicide blessure involontaire, que ça va se passer. Et là, on revient à notre grille de tout à l'heure. Est-ce que j'ai une violation directe d'une règle de sécurité?
Oui. Mais est-ce que la violation directe entraîne un risque grave et immédiat pour autrui? Est-ce que c'est ça qui entraîne un risque grave et immédiat? Évidemment, si on est 15, la réponse est oui. Si c'est une personne en plus au regard de l'ensemble du véhicule qui est déjà lourd, franchement, on aura une ligne, nous, avocats de défense, pour dire, attends, non, il n'y a pas un lien de causalité suffisant entre la violation de la règle et l'accident. Donc, je suis pas la cause directe du préjudice, et la violation qu'on évoque, elle-même n'est pas avec un lien de causalité suffisant avec le préjudice. Donc là, on a une ligne de défense assez costaud. Bon, mais ouais, c'est pas terrible. Il faut qu'on puisse justifier de pourquoi. Est-ce que je suis... Par contre, si on a mis tellement de personnes que là, c'est la cause directe du préjudice. Le véhicule était trop lourd, pour peu que les conditions météo en plus faisaient que ça devenait très imprudent, par exemple. Ah, bah là, on est dans le premier cas de la loi Fauchon, celui où on n'a plus aucune protection. Vous voyez, je suis la cause directe du préjudice. La moindre négligence ou imprudence conduira à ça. Et sauf s'il s'agissait d'évacuer en même temps des gens parce que l'incendie progresse. Voilà, par exemple. Mais si j'ai pas ce genre d'excuses, et si réellement on a c'est un cause directe du préjudice, on aura très peu de choses à dire en défense, nous, parce que je suis c'est la cause directe du préjudice. J'avais vraiment beaucoup trop de personnes, et je pourrais même pas m'abriter derrière le fait que j'avais un grave danger à laisser ces personnes sur place. Sauf progression d'un incendie ou d'une inondation, d'une crue, enfin voilà, mais dans des cas vraiment extrêmes dans ce cas-là. Si en revanche, je peux dire, mais non, attendez, la cause directe de l'accident est vraiment tout à fait autre chose, par exemple un véhicule qui arrive en face et qui me percute, et il n'y a même pas une question de distance de freinage, voilà, le gars m'est tombé dessus, par exemple, parce que j'étais en train de passer le feu et qu'une bagnole s'est pas arrêtée, j'ai même pas une question de distance de freinage, donc du coup la violation objectivement faite des règles de sécurité n'est pas en lien direct avec le préjudice, et là j'ai une super ligne de défense, vous voyez. Donc, si c'est la cause directe du préjudice, je suis mal. Si c'est pas la cause directe du préjudice, mais qu'il y a un lien entre l'accident et le surpoids, par exemple dans la distance de freinage, je vais vraiment être mal. Sauf si j'avais besoin d'évacuer par ailleurs ces personnes parce qu'un incendie progressait et qu'il fallait qu'on remplisse les bagnoles. Ah bon, c'est des cas tout à fait exceptionnels. Et qui sont exceptionnels, qui vont pas justifier dans ce cas un trajet de 50 bornes, vous voyez, bon. Et sinon, je serais dans le dernier cas, et dans la plupart des cas que vous évoquez, je serais dans... C'est l'origine même de l'accident, c'est autre chose, souvent c'est le cas. On n'est pas sur un problème de distance de freinage où là il y a un lien entre là, et donc là j'aurais fait, est-ce que j'ai fait une faute caractérisée? Si j'ai un surpoids d'une personne, on risque de nous dire bon, c'est pas une faute caractérisée, ok, moi je prends le poids du véhicule, je prends la personne qu'on a pris en plus, c'était quelqu'un qui faisait quelqu'un d'un peu svelte qui faisait 60 kilos. Monsieur, non, c'est pas les 60 kilos. Moi, je prouve que la distance de 60 kilos, ça change le poids au choc latéral de rien du tout, et qu'en distance de freinage, ça change de 2 mètres. Or, on n'était plus sur ça. Et hop là, je suis plus sur la cause directe. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va jouer après nous. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Sur la non-assistance en personne en danger, je vais en parler avec quelques cas tout à fait précis. Avec l'article là que je voulais vous citer, quiconque pouvant pécher par son action, c'est l'action non-assistance en personne en danger. Vous voyez qu'il faut s'être abstenu volontairement, c'est en ça que c'est une infraction volontaire dans le deuxième cas, mais il faut que ça soit sans risque pour soi ou pour les tiers. Et nous allons voir dans les cas que je vais vous citer que du coup le juge va être assez subtil, notamment dans les cas, alors les jurisprudences qu'on a sont pas sur l'instant du discours, mais dans le cas des médecins qui renvoient ou pas à l'hôpital en s'assurant que les gens y vont bien ou pas, ou genre de choses, mais aussi les centres d'appel de secours qui sont directement concernés, et là on se rapproche de notre sujet. Je passe rapidement pour aboutir à quelques illustrations. Cette affaire-là, donc là une fois désolé c'est écrit en petit, mais c'est pour que vous puissiez vous le repasser en replay et en agrandissant à votre écran. Là, on a une affaire qui, je ne crois pas que ça donnait lieu de pénal, mais je n'étais pas dans ce dossier, mais ça a été par contre donné lieu à une indemnisation. Donc, nous sommes en 2010, un petit avion s'envole, le pilote a un malaise, et c'est la grand-mère avec les 2 petits-enfants
qui se retrouve à devoir contrôler l'avion en n'ayant aucune connaissance aéronautique. Donc vous voyez la grand-mère Courage qui reprend les commandes parce que le pilote a fait son malaise, et qui demande à son petit-fils, qui doit 10 ou 12 ans, je ne sais plus, 12 ans, de téléphoner. Et donc ils appellent le 112 et depuis le portable, donc le service de secours ainsi contacté croit à une blague, et ça se passe même très mal puisque la personne du centre de secours, au lieu de vérifier qu'il y avait bien un avion, qu'il y avait ceci, etc., non seulement perd de précieuses minutes à engueuler le gamin, mais raccroche et rappelle le gamin pour l'engueuler pendant plus d'une minute. Ce qui, d'abord, n'est pas très professionnel en termes d'accès à la ligne, et ensuite, n'a pas fait les vérifications d'usage. Alors, on voit très bien ce qui a dû se passer, hein. C'était peut-être le 3e plaisantin de la journée, le gars n'en pouvait plus, mais enfin, le résultat, c'est que il y avait encore 3 heures de circulation possible dans l'avion, donc on aurait pu très bien les mettre en lien avec des gens qui, d'abord pour prévenir le service d'incendie secours au sol, et ensuite pour les mettre en lien avec des gens susceptibles de dire à la même Courage, tu prends tes manettes de telle et telle manière, comme on le voit, comme on l'a tous vu dans un ou deux films. Ça s'est mal passé, et à la fin l'avion, la grand-mère a pas pu que le faire, et ça s'est fini avec la grand-mère morte et les 2 gamins grièvement blessés. Donc évidemment c'est une affaire tout à fait horrible. Et bien évidemment on a reconnu une responsabilité du service pour faute simple et pas pour faute lourde. Parce que c'est un problème d'organisation du service. Ça se discute beaucoup en droit, hein. Il y aurait eu un appel, ou il y en a peut-être un d'ailleurs, que ça serait été discutable, mais peu importe, la faute lourde elle est faite aussi, c'est-à-dire que ça intéresse le juriste, mais la faute elle était lourde. Mais la formulation retenue par le juge administratif clairement montre et détaille les critères de la faute, d'une manière qui font que si demain il y a une 3e mi-temps pénale, l'agent il est condamné, enfin il n'y a pas juste pas photo quoi, puisque est-ce que je suis la cause directe du préjudice? Non, c'est le malaise de la personne, mais j'ai violé toutes les règles de sécurité qui me sont données en la matière, et de toute manière peu importe, la faute elle est caractérisée. La faute elle est caractérisée. C'est là où si j'étais l'avocat du SDIS, je serais ravi qu'ils écrivent ou de l'agent, qu'ils écrivent faute simple pour pouvoir dire, bah, vous voyez, la faute n'est pas caractérisée au pénal, mais tel que c'est rédigé, il n'y a juste pas photo. Ça, c'est des choses que l'on voit souvent. Il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup d'instructions sur la lenteur, les problèmes de coordination, de réactivité des services d'incendie et secours. Il y en a eu beaucoup sur des questions hospitalières, hein. Donc à retenir comme étant un exemple important. Le grand classique aussi, c'est quand on estime qu'il y a des fautes, et là on arrive sur des fautes considérées à tort ou à raison, comme de commandement, au stade de la coordination des opérations, de l'organisation des opérations, du largage, du décès d'un sapeur-pompier qui était en train d'intervenir, etc. Alors, là-dessus, il y a très peu de condamnations, très peu. Je n'en ai, à titre personnel, pas subi, puisque nous, on est en défense, donc voilà. On trouve quelques affaires, mais la plupart des affaires qui existent sont, encore une fois, plutôt en matière médicale. Par contre, nous, on a eu pas mal de dossiers au stade de l'instruction, et l'instruction ensuite est abandonnée. Mais pendant 1 an ou 2 ans, des gens le vivent mal. C'est très significatif du fait qu'on est dans un domaine où il y a beaucoup d'émotions, pas mal de poursuites, de plus en plus à la demande des familles des sapeurs-pompiers ou des sapeurs-pompiers eux-mêmes blessés, mais où ça n'aboutit pas à condamnation. Très souvent, les gens glissent vers la mise en danger délibérée d'autrui parce qu'une norme aurait été franchie, mais on n'a pas des normes en la matière assez précises, contrairement à ce que l'on évoquait tout à l'heure sur les aires de jeu et autres, qui sont des normes obligatoires. Je ne parle pas des bonnes pratiques professionnelles, qui ne sont pas juridiquement, à proprement parler, des normes. Je parle bien des normes précises. Vous voyez, par contre, évidemment, si je ne respecte pas des normes de construction sur une tour d'entraînement, voilà.
Là, je suis dans le deuxième cas de la loi Fauchon qu'on a vu tout à l'heure, qui est pas terrible. Grand classique aussi, énormément de contentieux, mais plutôt en indemnitaire, sur des reprises de feu. C'est-à-dire les services d'incendie secours partent, et il y a une reprise de feu après, en habitation ou en feu de forêt qu'on croyait fixé. Grand classique, mais condamnation administrative en indemnitaire, très très peu de condamnation pénale, mais des affaires qui commencent, vous voyez, c'est-à-dire des instructions pénales, des mises en examen, oui. Condamnation, là, pour préparer cette formation, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé, ça peut dire qu'il n'y en a pas, parce que c'est des trucs qui restent en première instance, donc un tribunal correctionnel de Vesoul ou de Clermont-Ferrand, j'ai pas forcément derrière ça sur toutes les bases de données, mais c'est très significatif que nous, on a eu plusieurs fois ce genre de cas, et pas de condamnation, et quand on cherche en ligne, on n'en trouve pas non plus. Abordons quelques jurisprudences quand même qui existent. Bon, on a quand même un principe, c'est qu'à l'impossible, nul n'est tenu, c'est-à-dire que l'on a clairement une position très claire. On a cet exemple du tribunal correctionnel qui dit, bah voilà, j'avais plusieurs personnes que je pouvais sauver, j'avais le choix, j'avais que très peu de... Enfin voilà. C'est-à-dire que si je peux prouver que la situation dans laquelle j'étais était impossible ou d'une très grande complexité, en général, bah, on revient à ce bon sens qu'il n'y a pas de condamnation. Je vais prendre un exemple. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de débats, et là-dessus, j'ai vu un peu de littérature juridique ou de vulgarisation sur le recours au tiers, avec des positions un peu contradictoires. On voit parfois des gens dire... si je sais que quelqu'un est en train de s'occuper de la victime, moi j'ai pas obligation d'aller me bouger les fesses à le faire moi-même. Le juge est un peu plus nuancé que ça. Oui, j'ai des cas, la casse-crime du 26 mars 97 par exemple, en l'occurrence un médecin, j'ai pas l'obligation, j'ai un tiers, mais un tiers sachant qui est en train de s'occuper d'une personne. Ça semble suffisant, je suis même appelé par une autre urgence, je peux justifier que je n'ai pas fait de non-assistance à personne en danger, encore une fois, infraction volontaire, je n'ai plus la loi Fauchon, là, cette fois-ci, sauf à prouver que c'est uniquement le fruit c'est une négligence et une imprudence, mais fait un acte volontaire, donc c'est très très compliqué j'ai pas encore, moi, trouvé d'arrêt précis pour savoir si j'applique ou pas la loi Fauchon. Et puis le juge est le premier à essayer de pas s'enquiquiner, à se poser la question parfois. Donc j'ai cet arrêt-là que j'ai vu dans tous les colloques, les articles sur le sujet, on nous cite toujours cet arrêt-là. Oui, mais là j'ai un médecin qui voit qu'il y a un truc qui est un peu grave, il consente à dire bon SAMU, sapeur-pompier ou aller à l'hôpital, et puis c'est bon quoi. Qui leur donne le numéro accessoirement de SOS médecin, parce qu'on est en région parisienne et que il se plante en plus dans le numéro. On a la preuve que les personnes ont essayé avant le décès d'appeler quand même SOS médecin ou de faire autre chose. Ils ont peut-être pas été très rapides, très négligents. Non, c'était insuffisant. Le médecin aurait dû appeler lui-même ou retéléphoner pour s'assurer que les choses allaient bien, que les gens faisaient leur boulot. Alors, on vient de dire, c'est un problème médical, c'est pas notre monde à nous d'opération de secours. Oui, mais vous voyez le raisonnement par analogie, ça ressemble beaucoup. Bon, si j'ai un appel au 18 ou si j'ai un type d'action et où c'est pour ça aussi que les bonnes pratiques de nombreuses équipes consistant à avoir quelqu'un qui visiblement est plus en état éthylique que réellement en train de faire un malaise cardiaque, quoi. Bon, mais dans le doute, on reste longtemps et on vérifie. C'est la pratique qui est faite, c'est la pratique qui est faite par efficacité, opérationnalité, par humanité aussi. Très bien, enfin c'est aussi une question de sécurité juridique pour vous, donc vous avez bien raison de le faire ainsi. Voilà. Dans le même sens, on avait déjà un tribunal correctionnel de Bayeux en 54 où on dit bon, vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous, tout va bien, ça va. Non, ça suffit pas, là, on a un cas d'incendie et de secours. Casse-crime 2009. Alors, j'ai monsieur Thierry Z, c'est un sapeur-pompier en stage. Alors, j'ai pas réussi à le voir dans l'arrêt.
si c'est un stagiaire chez les sapeurs-pompiers ou un sapeur-pompier qui était dans un stage sur un certain type d'exercice particulier. Je crois que c'est la deuxième hypothèse, apparemment, d'après ce que je crois comprendre des faits. Bref, toujours est-il que le gars, il tombe à l'arrière du véhicule en essayant de fermer la porte qui avait été mal fermée et qui s'était réouverte. Il tombe à l'arrière, traumatisme crânien, et derrière, une catastrophe, puisqu'en plus, il y avait une faute, évidemment, un véhicule dont la porte s'ouvre, c'est juste pas normal, mais ça peut arriver, hein, mais c'est pas normal. Mais en plus, ensuite, au stade des soins hospitaliers, il y a eu visiblement des grosses négligences aussi qui font qu'à la fin, il y a vraiment une situation catastrophique. Bien. Du coup, contentieux, sur la phase hospitalière, ok, très bien, c'est pas l'objet de notre matinée, mais également sur le stade de la responsabilité incendie-secours. Alors, le parquet nous a fait un florilège au profit du SDIS, puisqu'il a glissé vers une responsabilité de la personne pénale. La casse-crime l'a dit, j'ai dit que j'avais 2 arrêts, c'est le deuxième. Il dit, non, l'activité n'est pas susceptible de DSP, donc, monsieur le juge, tu as peut-être fait l'école de Bordeaux, mais là, tu as pété un câble. Non, la personne morale ne peut pas être responsable. Par contre, il y a le problème du major. Le major A, responsable de stage, avait été avisé 2 jours avant, au moins 2 jours avant, de la défectuosité du système de fermeture, et il n'a rien fait. Bon, alors, la cour d'appel, enfin le proc puis la cour d'appel avait dit bon, d'abord responsabilité pénale de la personne morale, là, niette, et puis c'est vraiment une grosse bourde juridique que de le dire, mais avait dit le major a pas fait de négligence ou d'imprudence, il n'a pas commis de faute caractérisée, donc on s'est bien placé dans le 3e cas de la loi Fauchon, il parle bien de faute caractérisée. Est-ce que je suis la cause directe du préjudice? Non, c'est pas le major qui a mis un coup de pied aux fesses du gars pour qu'il tombe à l'arrière du véhicule, sachant que la porte était ouverte. Est-ce que j'ai la violation délibérée d'une règle de sécurité? Non, j'ai pas de règle précise de sécurité sur... vous voyez, c'est comme quoi, quand je parle de normes, on est sur une norme précise identifiée. C'est comme voilà, une norme de construction. Là, évidemment, il faut que la porte soit fermée. Je n'ai pas une norme précise identifiée dont la violation peut... donc, je ne suis pas... Moi, j'ai pas violé délibérément une norme de sécurité sur ce point. Donc, je ne serai condamné que s'il n'y avait pas de faute caractérisée. Mais quand la cour d'appel a dit le major A, il savait que la porte se fermait mal et il n'a rien fait, il disait bah ouais, mais c'est pas une faute caractérisée, la cour les retoque. Donc, c'est une faute caractérisée que de rien faire quand on sait qu'il y a une porte qui ferme mal et qu'on se promène avec du personnel à l'arrière. Objectivement, ça peut peut-être stresser ceux d'entre vous qui avaient des véhicules en mauvais fonctionnement. Mais objectivement, si vous seriez du côté de la famille de la victime, seriez-vous, pardon, du côté de la famille de la victime, que vous trouveriez ça un petit peu normal quand même que le major se soit enquis de ce qu'il fallait faire si la porte ferme mal. Ça peut être une distance de sécurité, ça peut être de fermer avec une lanière sous réserve d'avoir un outil à côté pour la couper en cas d'accident, que sais-je encore, mais pas laisser une porte qui ferme mal sans rien faire. Bon. Mais, plus intéressant et plus encore au cœur du sujet qui nous réunit ce matin, la hiérarchie du major a été relaxée en disant ils ne savaient pas, ils n'ont rien fait. Sauf qu'on avait la preuve, reprise dans l'arrêt de la cour d'appel, qui s'est un peu contredite sur ce point, ça s'appelle une contradiction de motif d'ailleurs, en disant bah oui, mais la formation était remontée. Le major avait eu la prudence de faire remonter l'info en clair. Eh ben, si l'info est remontée, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de faute caractérisée due à la chaîne de commandement. Ça ne veut pas dire que la hiérarchie de ce major va se retrouver condamnée au pénal, mais ça veut dire que la Cour de cassation renvoie au juge en disant non, tu ne peux pas dire par principe qu'il n'est pas responsable. Donc à toi de fouiller un peu plus sur ce qui s'est réellement passé pour savoir si la hiérarchie a cru que ça allait être réglé, que c'était réglé, et ils ont dit bah régler ça, et auquel cas bah ok ils sont informés, mais ils n'ont pas commis d'erreur, vous voyez, mais dans ce cas c'est sur autre chose. Donc c'était renvoyé à la Cour d'appel pour que ça soit tranché au fond. Je pense que ce cas est assez intéressant, parce qu'on n'est pas sur un cas d'urgence au feu, par exemple, ou une opération compliquée de tâche de personne sur un toit lors d'une inondation où on peut glisser, etc. On est bien sur du normal,
On a la violation d'une règle de sécurité qui est si une porte se ferme pas, voilà, mais ce n'est pas une norme de sécurité au sens du point 2 de la loi Fauchon. On n'est pas la cause des préjudices, donc c'est quoi il faut caractériser. Et ne rien faire sur ce point de la part du major, mais aussi de la chaîne de commandement informée, ce peut être une faute caractérisée dans le principe. C'est ce que nous dit la Cour de cassation. Elle ne nous dit pas qu'il y a eu la faute, mais elle nous dit à la Cour, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de faute caractérisée dans le principe. Donc sur le major, on va probablement condamner à mon avis. Mais bon, là, je n'ai pas retrouvé l'arrêt d'appel après, je ne l'ai pas trouvé en ligne. Par contre, la chaîne de commandement, clairement, ça veut dire, il faut regarder s'ils ont cru que ça allait être réglé, ou s'ils n'ont rien fait et qu'ils ont laissé faire. Ils ont probablement commis une faute caractérisée. Je veux dire, si on avait été dans le même cas, en apprenant sur plusieurs jours consécutifs d'incendie, et il y a une porte qui se ferme mal, mais t'es gentil, le véhicule j'en ai besoin, je suis au feu, je vais pas laisser des gens risquer leur vie ou porter atteinte à la nature et à la biodiversité en disant par sécurité supplémentaire on va retirer quelques hommes et emmener le véhicule au garage du coin. Là, évidemment, il n'y a pas de faute caractérisée si j'ai la même affaire qui se passe, mais qui se passe au feu en ayant découvert le problème que quand on était au feu dans le cas de l'action. Vous voyez, clairement, même si évidemment ça n'est pas jeu, mais c'est évident que là il n'y aurait pas de faute caractérisée. Je suis partant calme sur un stage, c'est bon quoi. J'ai fait une faute caractérisée en ne faisant même rien pour avoir une sécurité supplémentaire. Ça ne veut pas dire forcément réparer. Conclusion. Il faut s'organiser, il faut bien gérer dans la chaîne de commandement, pensez bien, je suis désolé, j'ai mis un sens complexe, ça n'aurait pas dû être. Pensez bien dans les guides de gestion que vous allez faire, par exemple, sur ce point. J'ai relu ce matin celui qui est en ligne du SDIS 35 que j'ai trouvé très intéressant, par exemple. Pour dire qui fait quoi et à quelle étape, et pour que quand il y a une faute, parce que le problème souvent c'est on dit on veut faire payer le lampiste, c'est pas ça. Le problème que j'ai plutôt c'est l'inverse. C'est la faute du lampiste qui conduit à la responsabilité de l'officier. Donc si dans la chaîne de commandement, je dis bien qui fait quoi, à quelle étape, et puis si j'ai quelque chose qui est imprévu, voilà quelles sont les responsabilités de chacun. Du coup, si j'ai une connerie de l'agent d'exécution, ça sera sa faute, et entre nous, ce sera logique. Voilà, le gars qui porte pas secours à son binôme quand celui-ci commence à tourner l'œil et qu'il n'y a pas une immense urgence à faire autre chose, par exemple sauver 3 personnes en face, évidemment que c'est logique que ce soit cette personne qui a des problèmes et pas son officier au motif qu'il n'a pas pensé à rappeler l'évidence à son agent. Et ça, c'est un truc que je vois beaucoup. Donc voilà. Donc des volets à responsabilité dans les entretiens annuels, des volets ou dans d'autres moments, mais où on définit qui fait quoi et quels sont les objectifs et une remontée des informations. Très souvent, ça conduit à des problèmes budgétaires. N'hésitez pas à dire, en l'état de mon budget, à budget égal, hiérarchiser, y compris à votre middle management, hiérarchiser les besoins de sécurité et les projets de sécurité et vos objectifs pour optimiser les choses, pour que chacun soit responsable à son échelle, sans que ce soit tout le monde qui ouvre le parapluie. Et puis garder trace des mesures de prudence et d'organisation. Vous êtes dans un monde où, évidemment, dans l'action concrète, on ne garde pas trace de ce qu'on écrit, on ne va pas doublonner par un mail l'ordre oral qu'on vient de faire, mais au minimum, dans ce cas, il faut des témoins, et enregistrer la position des témoins très très vite quand les choses se passent, avant qu'ils puissent être manipulés par d'autres. Mais sur les mesures d'organisation en amont, le nombre de gens qui nous disent « Ah on avait pris telle et telle mesure de prudence », bah oui, mais c'était à l'oral, c'était dans une réunion de tel jour. Ah bah, belle affaire. Moi, comment je prouve derrière que vous étiez prudent, monsieur? Donc, pensez bien à ça. Bon, ça c'est un point de marché public qui n'a rien à voir, là, c'est une erreur de ma part. Ça fait 1h20 que vous subissez ma péroraison. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que maintenant on va commencer à échanger de manière encore plus interactive et j'ai grand plaisir à écouter vos questions supplémentaires au-delà des questions très intéressantes qui ont déjà été posées. Ah bah ça tombe bien, j'ai pas encore de questions. Alors j'ai juste une question de Madame Lefebvre, mais ça a été réglé déjà. On est d'accord que pour la jurisprudence
à Besançon, il n'y avait pas de faute personnelle de l'argent qui a été engagé. Non, alors oui, alors je vois que la personne qui me pose la question a une bonne culture juridique. Donc pour l'indemnisation, on est sur un régime où on a une faute de service, donc c'est l'administration qui indemnise. L'administration, si elle indemnise pour le tout, peut se retourner contre son agent si l'agent a fait une faute personnelle, mais nous parlons bien dans ces cas-là de faute personnelle vraiment très déconnectée des besoins du service. Ça sera le cas si par exemple les gens utilisent les moyens du service mais pour faire une infraction qui répond à des buts personnels, par exemple casser la gueule à quelqu'un avec qui on a une inimitié personnelle. Bon. En utilisant, j'en sais rien, moi, tiens, son casque. Voilà. Bon, une faute de service, il y a un lien avec le casque, mais enfin bon, quand je vais faire une action récursoire contre l'agent, il va payer 80% ou 90% derrière de ce à quoi la collectivité aurait été condamnée, personne morale aurait été condamnée, parce que c'est bien pour des raisons d'inimitié personnelle qu'il a cassé la gueule à quelqu'un. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Je peux avoir des cas de faute, des cumuls de fautes, donc la personne qui pose la question a sûrement vu l'arrêt Anguet de 1911 du Conseil d'État, par exemple, où il y a une faute de service, mais une faute personnelle également d'un agent, qui est un arrêt qui a amusé des générations d'étudiants en droit, parce que c'est un agent des postes qui croit qu'il est encore en service, mais il y a une erreur en fait sur l'horloge de la poste, faute de service. Mais n'empêche que ça ne justifiait pas de casser la gueule à la personne et la virer de la poste manu militari en lui causant des fractures. Faute de personnel et l'accumul de fautes. Donc soit j'ai un cumul de fautes, soit j'ai une faute de service, mais je peux faire une action récursoire contre l'agence si celui-ci a fait une faute personnelle. Bien. Là, ça c'est le cas général. Maintenant, réponse à la question. En l'occurrence, c'est le juge administratif qui a statué, donc il n'a statué que sur la faute de service, et comme l'avocat a eu évidemment que les victimes ont toujours intérêt à taper d'abord sur l'administration, qui elle est solvable, alors que les personnes physiques ne le sont pas. Donc, les avocats qui connaissent le jeu, c'est-à-dire, à mon avis, moins de la moitié de l'effectif, parce que le nombre d'avocats qui se plantent là-dessus, qui connaissent que le juge judiciaire et qui ne pensent pas attaquer le juge administratif, c'est juste plus de la moitié des affaires qu'on voit, nous. Alors, nous qui sommes avocats de l'administration en général, on est contents, mais c'est affligeant pour les victimes. Bon, donc, l'avocat en question était sans doute un peu plus avisé que la moyenne, et donc il a compris qu'il fallait évidemment qu'il tape sur le SDIS et pas sur l'agent, et donc il y a une indemnisation totale. Est-ce qu'il y aurait pu avoir une action récursoire, c'est-à-dire le SDIS derrière qui dit « Eh, dis donc l'agent, au-delà du disciplinaire qui a sûrement lieu, t'as fait une connerie, c'est une faute personnelle, et donc moi je me retourne contre toi », ça c'est pas le boulot du juge administratif que de le dire. Mais le SDIS peut se retourner contre son agent si celui-ci a fait une faute personnelle. Sauf que là on est sur les buts du service, avec les moyens du service et pendant le temps de service, qui sont les trois critères retenus par la jurisprudence pour distinguer la faute personnelle, la faute de service ou la faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service. Je suis désolé, là on rentre dans des choses un peu techniques. Normalement, un étudiant en deuxième année, il se tape au moins 2 séances de TD pour comprendre tout ce que je suis en train de vous synthétiser là. Donc, puisqu'on est sur le temps de service, la faute elle est lourde, on est d'accord, elle est gravissime. Et évidemment, elle est émotionnellement atterrante. Mais il n'en demeure pas moins que d'un strict point de vue juridique, l'agent qui a fait cette faute monstrueuse, qui, s'il est poursuivi au pénal, sera condamné au pénal là-dessus, enfin, il n'y a évidemment pas photo. Mais, du point de vue indemnitaire, c'est pendant le temps du service, avec les moyens du service, et pour les buts du service. Pour les buts du service, contrairement à l'arrêt Anguet que je citais tout à l'heure, où là, c'est pas rattachable au but du service que de casser la gueule à quelqu'un. Quand ces trois critères sont réunis, il n'y a jamais faute personnelle, ni détachable de la faute de service. Enfin, je résume. Alors, ceux d'entre vous qui êtes juristes de droit public allaient trouver que ma dernière phrase n'est pas trop résumée, mais on n'est pas dans un cas où il peut y avoir action récursoire. Okay. Je serais avocat du SDIS, je dirais allez-y à fond disciplinaire. Éventuellement, on peut voir si la famille a envie de faire du pénal, parce que même là, pour le coup, on est dans un cas où le SDIS pourrait déposer plainte contre son propre agent, selon moi.
Mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est humainement à faire? C'est des questions qui sont des questions morales, des questions éthiques, des questions à voir au cas par cas. Mais en revanche, je déconseillerais de faire une action récursoire, même dans un cas aussi énorme, parce que ça ne tient pas. Ça tient pas. Ok. Merci. J'ai une autre question. J'ai plusieurs questions là. Super. Alors, est-ce que vous avez des exemples de jurisprudence de mise en cause de responsabilité du SDIS en lien avec une mission de secours à personne concernant une intervention avec l'association Bon Samaritain? Bon Samaritain, c'est une collaboration occasionnelle du service public avec une personne, une simple personne à l'extérieur. Donc, grâce à une application, la personne, elle va du coup venir sauver une personne par un massage cardiaque. D'accord. Ok. Non. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais j'ai jamais eu. Mais c'est très intéressant. Ceci dit, est-ce que les gens de l'association Le Bon Samaritain, là c'est vous les spécialistes, et je me tourne vers vous tous et vous madame, est-ce que cette association, les gens sont formés? Je suppose que oui. Normalement, toutes les personnes doivent avoir au moins un diplôme de premier secours. Correspondant à ce qu'on leur fait faire. Oui, massage cardiaque. Voilà, massage cardiaque, donc voilà, ou Premier geste, PLS, machin, premier geste classique. Bon, PLS, je crois que ça se fait moins qu'avant, mais alors, dans ces cas-là, c'est vous les spécialistes, là, que derrière moi. Alors là, moi, j'ai jamais eu ça, mais on est exactement dans le cas de la responsabilité du tiers, dont nous avons parlé tout à l'heure. Je peux ne pas m'occuper moi-même des choses si j'ai un tiers et que le tiers est en position d'avoir un niveau suffisant de compétence pour ce dont il s'agit. Alors maintenant, du coup, deux distinctions. J'ai le pénal, qui est l'objet de ce matin. Sur le pénal, je suis dans les cas où je peux faire appel à un tiers si le tiers est de confiance et qui sait faire ce qu'il a. Je suis en urgence, machin, j'ai le bon samaritain de l'association est effectivement bien nommé, ils vont faire ça. Eh bien, dans ces cas-là, je suis typiquement dans le cas où, bah ouais, je peux faire confiance à un tiers parce que il a la formation pour faire ce que je lui demande de faire, et moi-même, je peux justifier que j'ai besoin de mes hommes pour faire autre chose. Si j'ai trois sapeurs-pompiers professionnels qui glandent pendant que le bon samaritain bosse, là, pour le coup, on va tous finir en tôle si le mec meurt. Hein. Bon. Mais, enfin, je caricature, on finit pas en tôle, hein, en condamnation avec sursis, bien sûr. Mais si on est occupé à des urgences, et du coup, des gens moins bien formés, mais suffisamment formés pour ce qu'il s'agit de faire, sont en train de faire ça, je vois pas de problème. Par contre, j'ai l'autre aspect qui est indemnitaire, qui n'est pas l'objet de ce matin, mais parlons-en, puisqu'on vient d'en parler pour les fautes de service et fautes personnelles. Juridiquement, ce sera un collaborateur occasionnel du service public. D'ailleurs, vous avez vous-même utilisé l'expression en retraduisant la question, enfin en la reformulant. Et donc, évidemment, c'est le service, faute de service égale indemnisation. Si les personnes attaquent l'association, l'association pourra éventuellement peut-être être condamnée s'ils ont commis une faute, mais dans ce cas-là, ils pourront faire jouer la garantie également des fonctionnaires pour dire je suis collaborateur occasionnel du service public, en réalité, l'action récursoire, ça va dans le sens en fait. Mais sur le pénal, non, jamais eu. D'accord, ok. Mais voilà, si vraiment vous avez besoin d'eux et qu'il ne s'agit pas de se décharger en étant en réalité soi-même pas en suractivité, mais que c'est une bonne... en attente que les pompiers arrivent. Voilà, si c'est une bonne allocation... Ah, c'est en attente que les pompiers arrivent. Oui, voilà. On est typique... Alors, si c'est en attente que les pompiers arrivent, il n'y a vraiment pas photo, on est typiquement dans la jurisprudence qui reconnaissent le recours au tiers que je citais tout à l'heure. Mais en plein dedans. Ok. Si j'arrive pas et que... si je peux pas arriver, au minimum, là, ce que nous dit la jurisprudence, c'est que dans ce cas, je passe un coup de fil pour vérifier que tout va bien, pour pouvoir intervenir ou rerouter. C'est ça qui a été reproché aux médecins dans la règle que je citais tout à l'heure. Okay. De pouvoir téléphoner ou vérifier que tout allait bien dans des délais extrêmement courts. Très bien. Bon, merci maître. D'autres questions? Alors, si on se retrouve parfois avec un équipage du véhicule comprenant un sapeur-pompier volontaire plus gradé que le sapeur-pompier professionnel, mais où les deux détiennent la même formation, donc chef d'agré, sur qui reposera la faute? Celui qui est identifié comme chef d'agré, peu importe son statut, ou le sapeur-pompier professionnel, compte tenu qu'il s'agit de son métier?
Je sais pas, il faut que j'y réfléchisse, parce que ma réaction première, ça serait de prendre le grade. Mais je n'ai pas la réponse. Faudrait que j'y réfléchisse ou que je gratte plus. Okay. Je n'ai pas... je vais vous dire une bêtise, là. Oui. La réponse sera apportée par mail ou sur la plateforme d'Idéal Connaissance plus tard. Sur réserve qu'on me rappelle la dite question par email. Je l'enverrai par email. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Ça ne veut pas dire que j'ai la réponse, hein, que je la trouverai. Ouais. Mais c'est une excellente question. Alors, si un COS qui a dans son équipage un agent ayant des qualifications spécifiques et qui ne suit pas les recommandations de ce spécialiste dans la gestion d'intervention ou la prise en charge de victimes, sa responsabilité peut-elle être engagée? Oui. Ça sera une faute caractérisée. Ok. Sauf si on peut justifier que cette personne s'est retrouvée dans un tel bouleversement de la situation que ça n'était pas totalement déconnant, c'était pas une faute caractérisée, pour reprendre encore une fois la formulation de la loi, que d'agir différemment. Mais si c'est agir différemment par légèreté, par méconnaissance, alors que le niveau de formation était normal et qu'on ne pouvait pas prévoir cette insuffisance, ça va tomber sur cet échelon dans la chaîne des négligences ayant conduit à un préjudice, oui. D'accord. Très clairement. Ok, merci. Alors, une question. Le ministre de l'Intérieur, donc la DGACGC, a changé sa position sur le fondement juridique de la doctrine nationale en passant des guides nationaux de référence, donc diffusés par arrêté, à des guides de doctrine opérationnelle reconnus comme étant du droit souple. Cela change-t-il les grands principes de responsabilité des COS? Oui. Oui, sous réserve que le juge ne dise pas l'inverse. Vous avez des gens très pointus dans vos questions. La notion de droit souple qui a donné lieu d'ailleurs à un rapport annuel du Conseil d'État étant une notion intéressante, parce que je vois souvent les gens oublier de l'appliquer justement au droit pénal. Donc bravo. On reprend toujours la même chose. Soit est-ce qu'on est sur des normes impératives dont la violation peut entraîner un risque grave et immédiat pour autrui, comme des normes de, je sais pas moi, de construction, de sécurité routière, etc., que j'évoquais, ou d'installation sportive? La réponse est non. Donc, du coup, la question de l'application ou pas des normes se retrouve dans l'application. Donc, je reprends ma loi Fauchon. Soit je suis la cause du préjudice. C'est rarement le cas. On est souvent sur un enchaînement quand on est sur des actions difficiles. On l'était pas, si vous voulez, tout à l'heure et encore, on peut en discuter pour le gars qui tombe de l'arrière de la portière, parce que finalement, est-ce que c'était son imprudence à ce stagiaire, ou est-ce que c'était la porte? C'est surtout la porte. Bon, donc bon. Mais la plupart du temps, je suis sur une causalité indirecte. Voilà, il y a un ceci, il y a cela, il y a un accident à l'entraînement. En général, j'ai un enchaînement de facteurs qui conduisent à. Donc moi, je n'étais qu'un rouage par mon éventuelle négligence ou imprudence dans tout ceci. Mais en réalité, bien que j'ai la distinction que je viens d'opérer entre la violation directe de la norme, et là, j'ai pas la possibilité, enfin, je peux être condamné même si ma faute n'est pas caractérisée, soit je suis dans les autres cas, cause indirecte, et je n'ai pas de violation délibérée d'une norme précise dont la violation peut entraîner un risque grave et immédiat pour autrui. Et dans ce cas, je ne serai condamné que si je fais une faute caractérisée. Mais ce sera une faute caractérisée que de ne pas respecter les instructions hiérarchiques ou des choses très précises qui m'ont été dites. D'où ma réponse tout à l'heure. Oui. C'est sur un délai intermédiaire. Juste précédent, en effet. Mais là, si je suis non plus sur des règles précises d'intervention dont la violation va vite être une faute caractérisée, du coup, sauf circonstances exceptionnelles qui justifient que j'ai été obligé de m'adapter. C'est mon exemple tout à l'heure de mon maire qui n'a pas été condamné pour ne pas avoir vérifié les frayères de poissons en termes de droit de l'environnement, parce que le préau de l'école menaçait de se casser la gueule. Voilà. Bien, là, on a je ne vais pas respecter du droit un peu dur, c'est une faute caractérisée. J'ai des guides dont on nous dit que c'est des guides de doctrine, mais que c'est du droit souple, que c'est de l'interprétation. J'ai beaucoup plus en défense, si je suis poursuivi en pénal, la possibilité de dire, attendez,
ne dites pas que violer ces règles-là, c'est une faute caractérisée, puisque ces règles-là elles-mêmes sont sujettes, ont été bâties pour être interprétatives et sous-entendues pour que moi j'ai une possibilité de les adapter. Donc jugez-moi sur la phase d'adaptation, est-ce que j'ai fait une faute caractérisée ou pas. Donc évidemment, violer directement ces règles restera toujours une immense fragilité dans un dossier au pénal, parce qu'on dira, attendez, ne pas respecter les guides de doctrine, c'est évidemment une faute, mais j'ai une ligne de défense bien meilleure en disant que ces guides de doctrine eux-mêmes sont souples et interprétatifs. Excusez-moi, je me répète. Voilà. C'est beaucoup plus clair comme ça aussi. Donc, merci beaucoup. C'est gentil. Alors, là, je n'ai plus de questions, donc on va... Donc je serai alors effectivement au rendez-vous suivant. Je vous remercie à tous. Voilà. Alors, on va passer à la conclusion, à moins que vous n'ayez un dernier mot, peut-être, notre ami. J'ai hâte d'écouter votre conclusion. Très bien. Bon, bah du coup, c'est pas vraiment une conclusion, en fait, c'est juste pour inviter tous les participants à répondre au sondage. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions en suspens, donc n'hésitez pas à les mettre dans le petit sondage, les poser dans le petit sondage, le deuxième sondage. Comme ça, je les transmettrai au maître Lando qui nous fera un retour et on le publiera sur la plateforme. Si vous êtes plusieurs à visionner la formation, donc je vous invite à indiquer leur nom, prénom et adresse mail professionnelle. Autrement, vos collègues n'auront pas d'attestation de formation. Par rapport à vos attentes, si vous avez d'autres sujets de formation que vous souhaiterez être abordés, donc n'hésitez pas à nous les transmettre. Et si vous souhaitez prendre la place aujourd'hui, par exemple, du maître Lando pour aborder de retour d'expérience ou autre, donc ne soyez pas timide et envoyez-nous vos sujets de formation. Venez nombreux, on est bien accueillis. Merci, maître Lando. Alors, les prochains sujets de formation. Alors, formation pour le 13 mars, stabiliser ou diminuer la croissance des services d'urgence aux personnes. Donc, il y aura un retour d'expérience de deux SDIS, donc le SDIS 74 et le SDIS 47. Le SDIS et la loi NOTRe, c'est pour le 14 mars, donc ce sera maître Hautefeuille qui va y intervenir, et comprendre la nature du feu pour mieux le gérer.